Certains hommes qui viennent ici, on sait très bien pourquoi ils viennent, donc c'est sûr, c'est pas le même but. La prostitution en Thaïlande, ça a commencé pendant la guerre du Vietnam avec le camp retranché à Pattaya. Les Américains allaient là-bas, les mecs c'est des militaires et pas de gonzesses. Ils monnayaient du sexe avec leurs soldes. Il y a des garçons, ils ont des relations sexuelles, pas forcément protégées. Ici, on est bouddhiste, donc l'avortement c'est interdit. La gamine, elle se retrouve enceinte. Le gars, il assume pas, il se barre. Et après, le gamin, il faut bien le nourrir, il faut bien lui payer les couches et compagnie. Il y en a, c'est sincère, et il y en a, c'est voilà. Et 40, 50 000 bahts, tu peux trouver un petit magalo, une petite moto, tu peux vivre tranquille, tu vivras mieux qu'en France parce que t'as pas 1100, 1200 euros par mois, c'est ça? Bah ouais, moi t'as des retraités qui ont 1100, 1200 euros, c'est ce qu'on leur demande, je crois d'ailleurs, ou maintenant un peu plus. Tu as des gens qui passent dans les villages, qui récupèrent ces filles, qui les font travailler dans des karaokés thaï au départ, ensuite qui les font travailler ailleurs, dans des bars, etc. Qui plus jolies, elles vont dans les massages, elles vont dans les gogo bars, etc. Elles font ça pour gagner leur vie et pour la famille. Et ça a commencé comme ça. Tu vis bien, puis t'as la mer, t'as la plage. J'ai fait un gogo bar. J'aurais jamais pensé que c'était difficile de trouver des filles en Thaïlande. Et puis j'en avais marre du milieu de la nuit. Mon hygiène de vie, elle se casse la gueule. À ce point-là? Moi, je suis issu d'une famille de bouchers. Après, attention, c'est dangereux partout. Les Thaïlandais, en fait, vaut mieux éviter d'avoir des problèmes avec eux parce qu'ils sont rancuniers. C'est pas les mêmes lois. Et les prisons thaïlandaises, c'est pas les prisons en France. Après, je vais te dire, moi, des fois, j'ai vu des gonzesses avec des mecs. Franchement, il faut avoir envie. Quand j'avais le gogo bar, j'avais une quarantaine de filles. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais moi, mes filles, elles étaient surveillées, elles étaient machin. Les clients, ils étaient. Voilà. Et une fois, il y en a une qui a eu un problème. Il voulait avoir des rapports sans préservatif. Elle a refusé. Il a frappé. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. J'étais dans l'hôtel, j'ai défoncé la porte. J'ai fracassé le mec. Et il y a les maladies, il y a le sida, il y a tout ça. Les ladyboys, il y en a de plus en plus. Toi, t'as jamais eu de problème avec des ladyboys? Non, Jamais. non, pas encore. Je touche du bois. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui, je rencontre Yann. Si l'actualité en Thaïlande vous intéresse et que vous voulez avoir des astuces pratiques, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et la newsletter, je vous mets les liens en description. Bonjour Yann. Salut. Enchanté de te connaître. Ouais, moi de même. Alors, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Je viens depuis 2002 et je me suis installé en 2006. Pourquoi tu es venu en Thaïlande? À la base, par rapport à mes parents. Avant, j'étais en Guyane, ils venaient me voir en vacances. Ils n'avaient pas le temps de profiter de moi et mon père voulait prendre sa retraite ici. Donc, ils m'ont dit, vends tes affaires et viens, on s'installe en Thaïlande. C'était chaud au départ ou comment ça s'est passé? Non, pas du tout, parce qu'on était venus en vacances et on avait trouvé ça sympa. Moi, c'était la première fois que je découvrais l'Asie. Et bon, non, j'ai bien aimé. Et le paysage, bon, et franchement, quand tu vois Koh Samui, il n'y a pas photo, quoi. C'est une île paradisiaque pour toi? Elle fait partie des 10 plus belles îles au monde, donc il n'y a pas que pour moi, à mon avis. Est-ce que l'installation a été difficile? L'installation, comme toute personne qui arrive, c'est un peu difficile parce que c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes lois et tout, donc il faut s'adapter et il faut rencontrer les bonnes personnes surtout, parce que si tu rencontres les mauvaises personnes, tu galères, etc. Mais il faut faire attention, c'est tout. Pourquoi? Il y a un danger parfois, on peut faire des bêtises? Faire des bêtises, pas forcément volontaires, mais par rapport justement à des personnes qui vont mal te conseiller ou qui vont essayer d'abuser ou quoi qu'est-ce. Ça existe comme partout, mais bon, voilà, il faut faire attention, c'est tout. La communauté francophone ici est soudée. Est-ce que quelqu'un t'a aidé au départ? Il y en a, oui, il y en a, non. La communauté francophone, elle est quand même assez importante sur l'île. Et c'est comme partout, il y a des bons et des mauvais. Voilà. Comment tu as fait pour gagner ta vie? Tu t'es installé, c'est bien beau, mais comment tu as fait pour te dire, ok, là, il faut que je fasse mon argent? Alors, au début, si tu veux, j'ai fait un gogo bar au seuil reggae. J'aurais jamais pensé que c'était difficile de trouver des filles en Thaïlande, mais à Koh Samui, c'est plus délicat qu'ailleurs, que Phuket, Bangkok, etc. De trouver des filles dans le gogo bar? Exactement. Donc, en fait, j'ai changé de fusil d'épaule et je l'ai transformé en boîte de nuit. Ça s'appelait le Samui Pacha. Pour ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu quand même contacter les autres patrons de boîtes qui sont Thaï et leur demander l'autorisation. C'était une autorisation verbale, mais ils ont été séduits par ma démarche et ça s'est très bien passé, quoi. J'ai pas eu de problème. Mais le monde de la nuit, c'est délicat, non? C'est pas n'importe qui peut... Non, c'est pas n'importe Un qui. bar, puis une boîte, c'est... Oui, c'est vrai qu'il y a des risques, mais bon, en Guyane, j'en avais des boîtes de nuit, donc je connais comment ça se passe, même si ici c'était... Ah oui, t'avais des boîtes... J'avais le Mano Coco à Saint-Laurent-du-Maroni et j'avais l'Acropolis à Cayenne, les deux plus grosses boîtes qu'il y avait en Guyane, plus un gros restaurant, le Mambari à Saint-Laurent-du-Maroni, qui était très connu. Et bon, ici, j'ai fait ça. C'est vrai que c'est délicat, il y a la concurrence, et puis suite à un accident de moto, j'ai laissé tomber. Et puis j'en avais marre du milieu de la nuit, tu picoles, ton hygiène de vie, elle se casse la
gueule. À ce point-là? Ah bah ouais, quand t'es patron de boîte de nuit, en général, t'as tendance à picoler, quoi. Donc c'est pas bon. Donc j'ai préféré arrêter et puis j'ai rebondi sur autre chose. C'était quoi après? Qu'est-ce que t'as fait? Et ben après, en tant qu'épicurien, comme j'aime bien la bonne cuisine et tout, je trouvais qu'à Koh Samui, à l'époque, il y avait pas beaucoup d'emplacements qui proposaient de la viande, de la charcuterie, etc. Moi, je suis issu d'une famille de bouchers. Donc je suis parti dans mon Périgord natal faire un stage chez mes cousins. Je suis revenu, j'ai créé une boucherie et à la suite de ça, j'ai trouvé l'insémination de sperme charolais, c'est-à-dire j'avais du bœuf franco-thaï et ça a fait le buzz direct. J'ai inondé le marché entre guillemets avec les grands hôtels, avec pas mal de restaurants parce que c'était de la viande de qualité. Et puis c'est ce qui m'a fait passer à la télévision aussi parce que j'étais passé à 7 à 8 en 2013 et à Zone Interdite en 2016 justement par rapport à ce fameux bœuf charolais élevé dans le nord à Sakam Nakhon. Et là, si tu veux, en Thaïlande, il y a eu cet effet de mode à inciter les Thaïs à faire aussi avec du Wagyu, avec du Black Angus et tout. Donc maintenant, tu trouves de la très bonne viande de partout, quoi. C'est pas mal. Donc ça a cartonné quand même. Ouais, ça s'est vendu aussi en France? Non, ça se vendait en Thaïlande exclusivement. En France, ils ont déjà le charolais, ils ont de la limousine, ils ont tout ce que tu veux. Mais en Asie, trouver de la viande quasiment française à 95% au niveau ADN. Elle était bio parce qu'il n'y avait pas d'hormones de croissance, il n'y avait pas d'antibiotiques. Et en plus, elle était halal. Parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, les Thaïlandais, avec leur religion bouddhiste, ne tuent pas les bœufs. Donc ce sont des Thaïs musulmans qui les égorgent. Donc la viande, automatiquement, elle est halal. Et comme il y a de plus en plus de clientèle qui demande du halal, ça permettait de pouvoir fournir plein d'établissements. Et même maintenant, l'importation qui vient d'Australie, Nouvelle-Zélande et tout, à Macro et compagnie, tous ces grands établissements, tu trouves à peu près 90% de la viande est halal. Même les poulets dans les fermes en Thaïlande, c'est halal. Alors après cette activité, tu t'es orienté vers quoi? Alors après la boucherie, j'ai voulu tenter une expérience au Maroc. Je voulais créer une chaîne de restaurants. J'y suis allé pour prospecter. Il y avait la place. Donc j'ai acheté un restaurant. Je l'ai appelé le Viandard. Et je faisais des spécialités du Périgord et de la viande maturée. Il y avait du charolais aussi là-bas au Maroc. Le problème, c'est que c'est tombé en pleine période du Covid. Et puis qu'en plus, j'ai eu un petit souci par rapport à mon obtention de licence d'alcool. Donc vendre de la viande sans alcool, je parle un verre de vin ou quelque chose comme ça, c'était délicat. Donc j'étais quand même premier sur TripAdvisor sur Casablanca, mais après ça devenait délicat de pouvoir faire du chiffre, etc. Donc j'ai mis mon restaurant en vente. Je suis parti sur Marrakech, j'ai cuisiné pour des gens qui avaient un peu de pognon, etc. Je me suis occupé d'une villa chez un ami. Ouais. Et ensuite, j'ai décidé de revenir en Thaïlande. Petite info, parce qu'en fait, en arrivant ici à Koh Samui, j'ai mangé un excellent couscous. Et c'est Yann qui l'a fait. Ouais, et c'est un hasard, en fait, qu'on s'est rencontrés. C'est là-bas que tu as appris à faire le couscous? Non, pas du tout. Je suis un fan de couscous. Donc, je me suis dit, un jour, il faudra que j'apprenne à le faire. Et le fait d'être allé au Maroc, c'est sûr que ça m'a donné des petites astuces, etc. Ouais. Mais bon, même avant d'aller au Maroc, en général, j'avais une bonne réputation pour le couscous. Et à partir du moment où on aime bien la bouffe, on arrive à faire quelque chose. Il faut des bons produits, bien entendu, parce qu'on n'est pas magicien, mais voilà. Apparemment, tu as aimé le tien. Ah, j'ai adoré. Et tous les clients qui étaient là aussi, apparemment. Aussi. Donc, c'est l'essentiel. Voilà. Aussi. Et après, alors, tu t'es orienté vers quoi? Alors après, moi, si tu veux, je voulais revenir sur Koh Samui et je voulais faire de la vente de biens, de villas, etc. Et j'ai un ami thaï que je connais de longue date, une grosse famille, l'immobilier, ouais, une grosse famille, pas de masse, qui ont aussi les jet skis, les bateaux, etc. Qui m'a fait la surprise, qui a construit des bureaux à Chao Wang Noi et qui m'a dit on va travailler ensemble et tout. Donc du coup, au lieu de créer l'entreprise, je me suis directement associé avec lui. Et là, on fait de la construction, de la rénovation, de la vente de terrain. On fait aussi des projets. On a des partenaires au niveau des architectes, au niveau de la construction. Et là, ça démarre. On commence à faire des cotations, des devis. On attend les réponses. Et en parallèle, les jet skis sur la plage. Ça, c'est une activité qui est spéciale pour les Thaïs. Un Européen, il peut pas avoir ça. Donc, demain, s'il y a un Français qui arrive et qui se dit, je vais monter un business de jet ski, c'est pas possible? Impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il y a certains domaines qui sont réservés aux Thaïs, domaine maritime, la pêche, tout ce qui est bateau, tourisme, etc., comme les taxis, etc. C'est que les Thaïs qui peuvent faire ça. Maintenant, tu peux faire un contrat, t'associer, investir, etc. Ça reste du domaine privé entre les deux personnes. Mais légalement, à ma connaissance, je connais personne qui a un business à son nom, qui loue des jet skis ou qui fait des choses dans ce domaine-là. Là, je vais être un peu direct avec toi. Le business de jet ski, il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent par rapport aux arnaques. Tu fais un tour de jet ski et ensuite on te demande de payer, voilà, t'as rayé le jet ski, on te demande de payer 20 000, 30 000 watts. C'est vrai.
c'est vrai. C'est des arnaques, c'est quoi? Oui, en quelque sorte, c'est des arnaques. Des fois, non, mais des fois, oui. Alors, les gens profitent du fait qu'ils ont signé un contrat, le client a signé un contrat, comme quoi il est responsable, etc. Moi, je conseille aux gens de faire le tour du jet, de faire une vidéo. Et quand ils reviennent, s'il n'y a pas eu de truc, on peut rien leur reprocher. Tu prends 30 secondes, tu fais... Exactement. Ouais. Et bon, moi, le fait d'être sur la plage et puis je pense que ça va sécuriser les clients de voir un Européen qui leur dit, moi, ça m'est déjà arrivé en venant voir le frère de mon associé, de discuter avec des clients, ils m'ont posé la question, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, on fait un tour du jet, on fait une vidéo, voilà, si vous ne l'avez pas abîmé, il n'y a pas de raison de vous payer quoi que ce soit. C'est vrai que des fois, il y a des abus, comme partout, et on ne peut pas dire que ça n'existe pas puisque ça existe vraiment. Donc, je le confirme. On va espérer que dans le futur, ça n'arrivera plus, mais c'est aux gens aussi de faire bien attention, même une moto, hein, vous louez une moto, il faut faire attention, vous louez une voiture, il faut faire attention, il faut faire le tour, il faut faire l'état du véhicule, hein. Un appartement, c'est pareil. Hein. Pourquoi on demande 20 000, 30 000? C'est beaucoup quand même pour une rayure. Alors, oui, c'est vrai. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est un plus à gagner par rapport au fait que la personne n'est pas dans son pays, que si la police arrive, ça va s'arranger entre tailles, ils vont peut-être baisser le prix, etc. Maintenant, c'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Je ne sais pas du tout. C'est vrai que c'est un peu excessif parfois. Après, il y a aussi l'immobilisation. Si le jet ski est vraiment abîmé, qu'on ne peut pas le louer, c'est un manque à gagner. Donc il faut tenir compte de ça aussi. Surtout qu'en ce moment, avec le Covid, on ne trouve pas de pièces. Donc si on a un jet ski immobilisé, c'est quand même ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher et l'immobilisation peut durer 2 semaines, 3 semaines, quoi. Et les pièces de jet ski, ça coûte très très cher. Combien coûte un jet ski à peu près Alors, admettons, en euros, alors je sais pas, je vais le dire en taille, après on traduira. Un 1100 cm3 Yamaha, ça coûte 420 000 bahts. Et un 1800 cm3, c'est 620 000 bahts. Un Yamaha, là, comme je viens d'acheter, là, c'est, voilà. Ça, mais par contre, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. 300 chevaux. C'est pour ça que ça, si on l'abîme, automatiquement, ça coûte cher. Donc, entre guillemets, hein, on s'est compris, c'est un business réservé pour les familles thaï. C'est ça. Les familles, en général, les Thaïs qui sont à Koh Samui, ce sont des gens qui sont, c'est des locaux, hein, parce que c'est une concession. On n'a pas le droit de construire sur la plage, on peut mettre un parasol, des tables, des chaises, mais on doit tout virer. Il n'y a pas de construction, on ne peut pas vendre ni à boire ni à manger. On fait juste de la location. Par contre, l'emplacement, il est réservé. Et tout ça, c'est écrit noir sur blanc sur Atani, sur le continent. Donc, si on a l'opportunité d'avoir eu cette concession, on peut l'exploiter. C'est sûr qu'avec le Covid, ça ne marche pas, mais sans Covid, en bonne période, on peut faire de l'argent. J'ai l'impression que quand des Français viennent ici en Thaïlande, les différents business qu'ils peuvent créer, c'est souvent l'hôtel, la restauration ou l'immobilier villa. Il n'y a pas autre chose ou il n'y a que ça? Il y a peut-être d'autres choses, mais après, bon, c'est un peu la facilité. À une époque, il y en avait beaucoup qui faisaient des bars aussi. La restauration, bon, nous, on est quand même connus au niveau de la restauration. La cuisine française, c'est quand même réputé. L'immobilier, on n'est pas mauvais. Dans le design aussi, il y a quand même pas mal de Français qui arrivent à faire une belle décoration. Non, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Mais après, il y a comme je t'ai expliqué, il y a des métiers qui sont réservés aux Thaïs. Tu ne vas pas travailler dans le terrassement, tu ne vas pas monter une société de taxi ou quoi au caisse. Donc après, ça reste un peu limité parce que sur l'île, à part l'hôtellerie, c'est une île touristique quand même. Il n'y a pas de divers secteurs d'activité non plus. Hein. Donc ici, est-ce qu'il y a une saison, on va dire, une saison haute? Fin décembre et la mi-janvier, ça c'est la pique saison. Après, la saison haute où tu dois faire ton chiffre, c'est ça? Tu peux faire plus que ton chiffre parce qu'après ça dure jusqu'au mois d'avril quasiment. Hein. Là, cette année, l'Office du tourisme thaïlandais prévoit quand même énormément de touristes. Et là, d'après les chiffres que j'ai sur Samui, de fin décembre à fin avril, il y a 98% de taux d'occupation des hôtels. Et cette année, au mois de novembre, malgré que ce soit la saison des pluies, etc., on n'arrive pas à trouver des appartements et des villas. Ou alors des trucs hors de prix. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du monde sur l'île. Et un fait que j'ai remarqué depuis que je suis arrivé, c'est qu'il y a de plus en plus de Russes qui viennent s'installer ici. Déjà, ils aiment bien l'île. Et puis deuxièmement, s'ils vont dans leur pays, ils sont enrôlés de force dans l'armée. Donc les gars, ils préfèrent travailler en ligne, à distance, essayer de créer des business. Et puis bon, ici, c'est sûr que ça leur change le climat, quoi. Quels sont les différents types de communautés ici? Francophones, Français, il y a des Anglais, il y a les Russes, il y a les Israéliens, il y a aussi les pays scandinaves. Bon, il y en a beaucoup plus sur Phuket, hein. Mais bon, voilà, après, il y a un peu de Japonais, un peu de Coréens, un peu, mais ils montent pas trop de business ici. À une époque, il y avait pas mal de Chinois aussi. Là, ils sont pas encore revenus. Cette année, vu qu'ils ont enlevé les visas pour les Indiens, on a eu pas mal d'Indiens en vacances. C'est ce qui ont fait la pré-saison mai-juin. C'est ce qui a permis de garantir
attire le chiffre d'affaires pour les beach clubs et compagnie, quoi. Est-ce qu'il y a des secteurs, honnêtement, est-ce qu'il y a des secteurs auxquels il ne faut pas toucher ici? C'est-à-dire, Des secteurs un peu sensibles. le milieu de la nuit, il faut faire attention. Pour diverses raisons, déjà, il faut être en place. Et après, deuxièmement, on a affaire aux gens qui sont alcoolisés ou qui ont pris des stupéfiants, qui peuvent faire des bêtises et ça peut partir en couille, quoi. Mais bon, moi, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais rien de bien méchant. Puis bon, les gens, ils me respectaient quand même un minimum. Et puis, comme j'avais quand même une certaine habitude, j'arrivais à gérer le problème et à anticiper les soucis, quoi. Mais bon, il faut faire attention. Mais ici... Des bagarres déjà ou pas? T'as déjà eu des bagarres? Il y a des bagarres, il peut y avoir des armes, il peut y avoir plein de choses. Ouais, Donc, à ce point-là. oui. Comment on fait pour se protéger contre ça? On fait attention. Quand on voit que ça va péter, on reste pas à côté. Faut pas faire le badaud et regarder et attendre que ça pète. Après, attention, c'est dangereux partout. C'est pas que à Koh Samui, c'est partout. C'est en Thaïlande, c'est en Europe. Après, ça dépend des individus, ça dépend du degré de l'alcool, de plein de choses, quoi. Les Thaïlandais, ils s'énervent vite ou pas en général? Parce que tu sais, ils gardent tout en eux, c'est quand même difficile de savoir parfois. Ben, les Thaïlandais, en fait, vaut mieux éviter d'avoir des problèmes avec eux parce qu'ils sont rancuniers. Et s'ils ont bu ou quoi, après, ils font des bêtises et ils regrettent par la suite. C'est malheureux, hein. Mais voilà, il faut faire attention. Ils sont chez eux, il faut les respecter. Et il faut, voilà, c'est à nous de nous adapter. Quand on va dans un pays, on doit s'adapter. Après, si le gars a vraiment tort, ok, il a tort. Mais il faut trouver une solution à l'amiable, intelligente, passer par un intermédiaire thaï et ça passe beaucoup mieux. Il ne faut pas essayer de régler le problème soi-même. Moi, c'est mon expérience personnelle et c'est ce que je conseille aux gens. Vous avez un problème avec des Thaïs, ça peut être des gens bien, ça peut être des gens qui ont bu, ça peut être des gens qui cherchent vraiment la merde. Évitez les problèmes, voyez des Thaïlandais pour essayer de trucs. Au pire des cas, vous partez, vous allez dans un autre endroit. Ça évitera que ça dégénère. Mais c'est rare, hein, mais ça peut arriver. En fait, on ne règle pas du tout les conflits de la même manière qu'en Europe. Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Comme je dis, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes lois. Et même si la police doit intervenir elle-même, que ce soit des Thaïs ou quoi, c'est beaucoup plus sévère qu'en Europe. Hein. Ouais. Les gars, ils rigolent pas. Il faut arrêter le truc net et après on part sur autre chose. Il y a eu parfois des cas où des touristes ont déconné un peu et l'ont payé de plusieurs années de prison. Oui, c'est arrivé. Non, pas des petites choses. Tu ne prends pas plusieurs années de prison si tu as fait des petites choses. Si tu fais quelque chose, tu es puni. Et les prisons thaïlandaises, c'est pas les prisons en France. Hein. Tu n'as pas la télé dans la cellule, la PlayStation et compagnie. Là, quand tu veux manger correctement, il faut passer par le maton. Si tu veux du savon comme il faut et tout. La cellule, c'est pas climatisé. Vous êtes plusieurs. Et puis, pareil, en cellule, après, il y a... Attention, ça rigole pas, il y a des... Voilà, c'est comme ça. T'as déjà visité une prison ou pas? Non, j'ai pas visité, mais j'ai été visiter une personne qui avait été incarcérée. C'était fait avoir, enfin une histoire de drogue. C'était un gars, si tu veux, pour donner une idée, c'était le sosie à Jonah Lomu, là, le gars qui joue au rugby, là, tu vois, c'était un Néo-Zélandais, super costaud. Moi, j'ai été le voir 2-3 mois après en prison, c'était plus Jonah Lomu, quoi, tu vois. Il a perdu 20 ou 25 kilos, le gars. Et il a fait 7 ans, je crois, et il est rentré en Nouvelle-Zélande et il ne remettra plus les pieds ici parce que malheureusement, son dernier souvenir, ça a été la prison. C'est quand même difficile, quoi. Ouais. Voilà. De toute façon, les prisons en général, c'est difficile. Mais ici, je crois, de mémoire, fait partie des 10 plus mauvaises au monde. Hein, donc, ça te laisse une idée. Hein. Tu as quand même le continent africain, l'Amérique du Sud, les pays de l'Est. Donc, voilà. C'est ça. Pour quel motif on peut se retrouver en prison? Alors, les motifs, ça peut être une bagarre, ça peut être un accident de voiture, ça peut être consommation de drogue, ça peut être vente de drogue, ça peut être les motifs que tu peux avoir partout ailleurs. Hein. Même un petit accident de voiture parfois. Un petit accident de voiture, si tu n'es pas assuré, si tu n'as pas ton permis de conduire international ou ton permis de conduire taille et que en plus tu ramènes ta fraise, bah oui, là tu vas avoir des problèmes. Alors tu vas pas faire un mois de prison, mais voilà. Si tu es en tort, tu te tais, tu fais le canard, tu payes ce qu'il y a à payer et tu rentres chez toi tranquille et tu n'as pas besoin de passer par la case prison, c'est tout. Est-ce que ça sert à ce moment-là d'avoir du relationnel en Thaïlande? Ouais, ça c'est sûr. T'as beaucoup de relationnel toi ici? Ouais, j'en ai pas mal, ouais. Ça fait longtemps que je suis là, puis comme je te dis, j'étais dans le milieu de la nuit, j'ai eu la chance de connaître des gens importants, des grosses familles de l'île. Moi maintenant, quand j'ai un problème, quel qu'il soit, je me salis pas les mains, je parle à mes amis s'en occupent. C'est pas forcément des problèmes graves ou quoi au caisse, mais moi je n'interviens plus physiquement devant les problèmes. T'es déjà intervenu physiquement? Ça m'est arrivé 2-3 fois, mais c'était plus avec des mecs bourrés des Européens, donc là je sais que je risque rien, tu vois. Donc le mec, je l'ai pas massacré, mais sinon non. De toute façon, tu sais, moi j'ai l'expérience des pays étrangers, j'ai été en Afrique, j'ai été en Amérique du Sud et tout, donc je fais attention. Quand on n'est pas dans son pays, il faut réfléchir avant de faire les choses, et ça t'évite tes problèmes. Tu as dit plusieurs fois, on n'est pas dans notre pays, on n'est pas chez soi, donc
Est-ce que tu te sens chez toi ou pas? On n'est pas chez nous, mais est-ce que tu te sens chez toi? Moi, je me sens chez moi, oui, dans le sens où j'ai envie de vivre le plus longtemps possible ici. Donc, c'est que je m'y sens bien. Non, dans le sens où je suis pas thaïlandais. Je fais pas la pluie et le beau temps et je respecte. Est-ce qu'ils vont t'accepter, les Thaïlandais? Tu dis que tu n'es pas Thaïlandais. Est-ce qu'un jour, ils vont t'accepter comme les leurs ou pas? Je pense qu'il y en a quelques-uns, oui, et d'autres, peut-être qu'ils m'acceptent par intérêt ou quoi qu'est-ce, parce que je veux pas me dire oui, tout le monde m'aime. Non, c'est pas vrai. Puis bon, on dit c'est le pays du sourire, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, selon toi? Pour moi, le pays il sourit tout le temps, mais ça veut pas dire que voilà. Il y en a, c'est sincère, et il y en a, c'est voilà. Enfin, après, chacun fait à son idée. Hein. Il y a parfois un sourire nerveux, le sourire du mec qui va te taper, tu vois. Il y a ça parfois ou pas? T'as qu'à voir les combats de boxe. De Muay Thai. Tu vois les gars quand ils boxent, ils sont là, ils sourient, ils sont en garde, l'autre il se tape, ils rigolent, l'air de dire tu me fais pas mal, tu vois. Non, ils sont c'est un peuple très fier. Il faut savoir que c'est un peuple qui n'a jamais été colonisé. D'ailleurs, je vais te dire un petit truc, peut-être une anecdote, peut-être que Farang, d'où ça vient Farang? Farang, c'est Faranti. Parce que les premiers étrangers qu'ils ont eu en Thaïlande, c'était des Français. Et après, dès qu'ils voyaient un étranger, ils disaient Farang. Mais Farang, ça vient de Farangset, de français à la base. Oui, donc on sera toujours considéré comme étranger alors. Bien sûr. T'as beau passer 30 ans de ta vie ici, tu seras toujours... Bien sûr. Tu seras plus admis si tu veux, mais tu restes un étranger. Même à moins de devenir bouddhiste et puis de vivre toute ta vie ici et de parler thaï couramment, tu peux avoir éventuellement les papiers thaï, tu vois, demander une double nationalité. Mais tu restes quand même à la base, ton origine, elle n'est pas thaïlandaise. Quel serait ton conseil, toi, pour des gens qui voudraient venir s'installer ici, à Koh Samui ou en Thaïlande? Alors moi, ce que je conseille aux gens, c'est avant de s'installer, c'est de venir passer du temps, de regarder, de s'imprégner de l'atmosphère, de repérage, de rencontrer des gens, des personnes, de se faire une idée et après de voir éventuellement ce qui serait à même de faire. Ça leur permet pendant cette période-là de budgétiser ça, de se renseigner pour savoir combien ça coûte la scolarité parce que l'école internationale, c'est pas donné. Quelque chose qui est très important, les assurances santé. Et après, à la fin de ce petit périple-là, ils peuvent prendre leur décision et aller s'installer et faire quelque chose de concret. Et comment faire pour éviter les arnaques? Alors ça, il faut connaître les bonnes personnes. Les arnaques, en fait, ça vient d'où? De quel côté? Du côté d'étrangers, du côté thaïlandais? C'est quoi? Ça vient des deux. Bien souvent, ça vient plus du côté de nos compatriotes qui profitent du fait qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils connaissent bien. Attention, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais ça arrive. Moi, je connais beaucoup de Français qui se sont fait avoir par des Français ou des francophones et qui se sont fait avoir par des Thaïs et pas que des Français, des Anglais, de tout le monde. Donc non, on peut pas dire qu'il y a une nationalité plus prépondérante que d'autres. Voilà, c'est comme ça. Il faut faire attention. Donc en gros, tu dis que ceux qui ont passé plus de temps ici en Thaïlande profitent de l'innocence de ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas vraiment. Alors non, je ne vais pas dire que tous les gens qui sont là depuis longtemps, ils arnaquent les autres. C'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Mais pour pouvoir arnaquer quelqu'un dans un pays qui vient pas de la Thaïlande, il faut connaître déjà comment ça fonctionne le processus. Tu vois, il faut connaître un peu les lois, il faut connaître un peu les choses. Il faut savoir que tous les documents que tu signes ici, c'est en thaï. Si à chaque fois tu dois faire traduire tes papiers, etc. Maintenant, c'est vrai que quand tu as affaire à quelqu'un de ta nationalité qui parle la même langue, tu as tendance à être plus en sécurité. Confiance, ouais. Tu as des gens qui parlent pas très bien l'anglais, qui parlent que le français. Eux, ils cherchent à avoir un avocat qui parle français. Parce que au moins, il peut le traduire tout. Quand on maîtrise pas la langue, il faut faire attention. Quand on connaît pas les lois, on connaît pas tout ça, il faut faire attention. Ce que je conseille aux gens, c'est de prendre des avocats, demander aux gens qui sont sur place des bons avocats. S'ils veulent des francophones, il y a des francophones. Même des fois, si c'est un peu plus cher, mais au moins, ils comprennent tous les documents et on leur explique tout. Comme ça, ils savent ce qui va se passer, quoi. Selon toi, il faut combien pour vivre ici à Koh Samui par mois? Tout dépend de ton train de vie. Si tu manges thaï, si tu veux une villa avec vue mer, voilà. Moi, je pense que le minimum, c'est, allez, 40, 50 000 bahts, tu peux trouver un petit magalo, une petite moto, tu peux vivre tranquille, tu vivras mieux qu'en France parce que t'as pas 1100, 1200 euros par mois, c'est ça? Ouais, moi t'as des retraités qui ont 1100, 1200 euros, c'est ce qu'on leur demande, je crois d'ailleurs, ou maintenant un peu plus. Tu vis bien, puis t'as la mer, t'as la plage, même si Samu ça a augmenté quand même au niveau des prix. Mais si tu fais attention, si t'achètes au marché, maintenant si tu veux manger des entrecôtes, etc., tous les jours, ça va te coûter plus cher. La cuisine thaï fait partie des 3 meilleurs au monde, donc voilà. Toi tu manges thaï ou tu manges des entrecôtes tous les jours? Je mange du couscous. Non, je rigole. Non, je mange de tout, moi, je me fais plaisir. Bon, j'ai pas un gros budget non plus, mais ça va, je me plains pas. Et puis bon, je cuisine, donc quand tu cuisines, ça revient moins cher automatiquement. Moi, je fais mes cours, je connais tous les fournisseurs ici, et quand je veux me faire plaisir, je me fais plaisir de temps en temps. Tu as travaillé dans le milieu de la nuit. Que penses-tu des clichés liés à la Thaïlande? C'est-à-dire, tu sais, les filles de bar, les discothèques, on dit parfois aussi que les femmes essayent d'arnaquer les hommes, etc. Alors bon, il faut savoir un truc, c'est que, en fin de compte, voilà, les filles, elles viennent du Nord, en général. Ils font pas grand-chose de leur journée. Il
y a des garçons, ils ont des relations sexuelles, pas forcément protégées. Ici, on est bouddhiste, donc l'avortement, c'est interdit. La gamine, elle se retrouve avec enceinte. Le gars, il assume pas, il se barre. Et après, le gamin, il faut bien le nourrir, il faut bien lui payer les couches et compagnie. Donc après, ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui passent dans les villages, qui récupèrent ces filles, qui les font travailler dans des karaoké thaï au départ. Ensuite, qui les font travailler ailleurs, dans des bars, etc. Qui commencent à apprendre à parler l'anglais. Les plus jolies, elles vont dans les massages, elles vont dans les gogo bars, etc. Elles font ça pour gagner leur vie et pour la famille. Je veux dire, voilà, la prostitution en Thaïlande, ça a commencé pendant la guerre du Vietnam avec le camp retranché à Pattaya. Les Américains allaient là-bas. Les mecs, c'est des militaires et pas de gonzesses. Ils monnayaient du sexe avec leur solde. Et ça a commencé comme ça. Et après, ça devient facile. De toute façon, c'est le plus vieux métier du monde. Maintenant, faut pas dire, oui, c'est vrai, il y a des filles qui ont arnaqué. Oui, mais comme partout. C'est pas que la Thaïlande. Si elle tombe sur un pigeon, le mec, il est amoureux, bon, ben voilà, c'est tant pis pour lui, tant mieux pour elle. Il faut faire attention. La fille, elle te braque pas avec un couteau, elle te vole pas ton argent. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Après, je vais te dire, moi, des fois, j'ai vu des gonzesses avec des mecs. Franchement, il faut avoir envie. Hein. Je veux dire, le gars, il est bien content parce que chez lui, à mon avis, à part les films, il doit pas faire grand-chose. Donc voilà, moi, le cliché, pour moi, je pense qu'il faut respecter quand même s'il y a des fois des abus, comme partout. Mais je pense qu'il faut respecter parce qu'elles font pas ça parce que ça leur plaît. Même s'il y en a, ça devient un peu une drogue, le fait de sortir, de boire, etc. et de s'amuser avec les copines. Mais en attendant, il faut toujours qu'elles retournent dans leur village, voir leurs parents, voir leurs enfants, voir leurs frères, leurs sœurs, etc. Si elles pouvaient faire autre chose, c'est sûr ça serait moins payé, mais bon, voilà quoi. Dans les commentaires, parfois, je vois que certains profitent de la misère humaine. Est-ce que c'est ça, en fait? Et on va dire qu'ils vont profiter de la situation. Déjà, nous, au niveau pouvoir d'achat, on a beaucoup plus qu'eux. Quand tu vois qu'un pharaon, il peut dépenser en une soirée le salaire mensuel, le SMIC d'une personne, bon voilà. Tu sais, moi, je serais thaïlandais, je verrais les mecs débarquer, ils sont bourrés, ils respectent pas, ils parlent mal aux gens, ils vont avec les gonzesses, ils respectent pas, ils les tripent. Moi, j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça. Je pense qu'il faut un minimum de respect, et voilà quoi. Moi, j'avais des filles qui travaillaient pour moi, mais toujours dans le respect, et si elles avaient un problème, elles m'appelaient, et j'allais régler le truc et tout, tu vois. Ah oui, ça fait combien de filles, toi, qui travaillais dans ton gogo bar? Quand j'avais le gogo bar, j'avais une quarantaine de filles, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais moi, mes filles, elles étaient surveillées, elles étaient machin, les clients, ils étaient, voilà, il n'y avait pas de problème. Comment tu choisissais ces filles? Après, ça passe par détail après, c'est pas moi qui choisis. T'as des mamassan, il y avait mon ex, vous connaissez. C'est des filles qui étaient dans le besoin, mais travaillaient dans de bonnes conditions. Et une fois, il y en a une qui a eu un problème. J'étais dans l'hôtel, j'ai défoncé la porte. J'ai fracassé le mec et le gars, il a été à l'ATM, il a retiré les sous, il lui a tout filé. Ah ouais, et c'était quoi le souci? En fait, il voulait avoir des rapports sans préservatif. Elle a refusé, il a frappé, elle s'est enfermée dans la salle de bain et elle m'a téléphoné. Sans préservatif, la fille a refusé, ce qui est tout à fait normal. D'accord. Voilà. Après, il y en a qui peuvent accepter moyennant monnaie, mais c'est à leur risque et péril. Parce qu'il y a les maladies, il y a le sida, il y a tout ça. Bon, elle a refusé, ce que je conçois totalement. Mais le gars, c'était un connard. Voilà, il a eu ce qu'il méritait. Il a payé la porte de l'hôtel, il a payé la fille. Et puis, il y a toujours des problèmes, hein. Elles ont toujours des problèmes. Ces filles de bar travaillent dans les gogos. Ben, tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Et puis je te parle, il n'y a pas que les gogo bars. Il y a les bars, il y a les filles qui travaillent en freelance. Il y a beaucoup plus de filles qui travaillent en freelance maintenant. Elles décident avec qui elles veulent aller. Elles peuvent choisir le client. Et après, ça dépend du client. Si tu tombes sur un con, ben voilà. Mais bon, la loi est quand même avec elle. Parce que si elle porte plainte, qu'elle va voir les flics, le gars va avoir des soucis. Hein. Ah bon? Ben, c'est clair. Mais c'est pas possible, ça, si? Bien sûr que si. Parce qu'elle a fait une pratique supposée interdite. Mais tu rigoles, tout le monde sait qu'il y a de la prostitution en Thaïlande. Donc elle fait soi-disant une pratique interdite, d'accord. Mais après, s'il y a atteinte à la personne, la fille elle porte plainte parce qu'il y a de l'abus, il y a quoi. Et puis après, elle raconte sa sauce. Mais s'il y a vraiment eu abus, si vraiment le gars il a fait des choses pas bien, qu'il a frappé ou quoi au caisse, il a tort, c'est tout. C'est la parole toujours du Thaï contre... Bah, bien sûr, c'est la parole du Thaï. Après, je dis pas que la Thaï a toujours raison, parce qu'il y a des vols. Voilà, moi après, je connais pas toutes les histoires, mais je sais que ça existe. Il y a des reportages qui passent sur Pattaya, etc., notamment avec les ladyboys. Ils ont besoin. T'en penses quoi? Les ladyboys, il y en a de plus en plus. Je pense qu'il doit y avoir la demande, premièrement. Deuxièmement, les ladyboys, ils ont besoin de plus d'argent que des filles, parce que par rapport aux soins, par rapport aux opérations, par rapport à tout ça, des fois, une passe, peut-être que ça suffit pas. Donc peut-être que si le gars, il est bourré, c'est connu. Hein. Si tu vas en prison, tu vas voir, il y a des ladyboys, tu en as un paquet, hein, en prison. Hein. Ah oui, pourquoi? Du vol, de la vente de drogue, trafic de drogue, etc. Parce qu'ils ont besoin de plus d'argent? Bah oui, mais tu sais, les hormones, ça coûte cher, les opérations, ça coûte cher. Alors, il y en a qui se font sponsoriser, hein. Il y a des gars qui payent, tu vois. Et oui, ils ont besoin. Pourtant, eux, on va pas dire que c'est par rapport aux enfants, tu vois, mais ils aident la famille aussi. Et en Thaïlande, en plus, si tu veux, je sais pas si déjà tu as été à Bixi, à machin, des trucs comme ça, tu vois, des fois à la caisse, et c'est des caricatures, certainement, des fois, parce que c'est toléré, c'est bouddhisme. Donc, en fait, ils disent que c'est l'âme, comme il y a la réincarnation, l'âme d'une fille
fille qui a été dans un corps d'homme. Donc ils respectent ça. Comme la population gay, d'après ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, ils disaient qu'il y avait 20% entre les tomboys, etc. Ils vivent bien comme ça, ils embêtent personne. Moi, ça me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut, tes orientations sexuelles. C'est contraire au bouddhisme, non? Alors là, je sais pas. Moi, je suis pas moine bouddhiste, je peux pas te dire si c'est contraire au bouddhisme ou pas. Ce que je sais, c'est que c'est toléré et bien, et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Toi, t'as jamais eu de problème avec le Lady Boy? Non, jamais. non, pas encore, je touche du bois. J'espère que ça m'arrivera pas. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aimerait travailler dans le milieu de la nuit, boîte de nuit ou autre? Écoute, si t'es pas en place, si t'as pas les relations, t'oublies. Quand tu parles de relations, tu parles de fortes relations ou de bah oui. Bah oui. fortes relations? Bah, c'est-à-dire dans le milieu et au niveau de la police, si tu connais pas les gens qu'il faut, voilà. Il faut que tu aies une protection, entre guillemets. C'est comme ça. Et c'est pas que... Tu crois qu'à Paris, les mecs qui ont des boîtes de nuit, il n'y a pas les flics derrière qui filent un coup de main ou qui sont là pour surveiller. Bon voilà, c'est pas qu'en France, hein, c'est partout pareil. C'est comme ça. Est-ce que pour toi, la Thaïlande est une destination pour les hommes? Parce que j'entends beaucoup de femmes qui sont un peu freinées par rapport à ça. Alors, Freinées par rapport à la Thaïlande. C'est idiot. Moi d'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même pas mal de groupes de filles qui viennent. Mais on les voit pas forcément à Koh Samui, elles vont à Koh Tao, elles se louent des bungalows, elles lisent des bouquins, elles se font pas emmerder, elles sont tranquilles. Tu sais, les gonzesses qui viennent en Thaïlande, c'est pour prendre du bon temps, tu vois. Aller faire de la plage, se relaxer, faire du shopping, etc. Faire des photos, faire du bateau, de la plongée, etc. Certains hommes qui viennent ici, on sait très bien pourquoi ils viennent, donc c'est sûr que c'est pas le même but. Mais non, moi, les femmes, elles peuvent venir, elles sont en sécurité. Et même, je connais pas mal de Français qui, pour éviter de payer des filles, aiment bien brancher des Européennes. Ah oui? Bah oui, bien sûr. Ils arrivent? Bien sûr. On peut trouver l'amour ici? Bien sûr. Est-ce que tu crois à l'amour avec une grande différence d'âge? 30 ans d'écart, par exemple. Alors, je vais te dire, est-ce que c'est sincère à 200%? Non. Je pense que ça arrange tout le monde. La fille, elle est contente parce qu'elle a une stabilité. Le gars, il s'occupe d'elle. Donc, voilà. Après, ça va pas être un étalon, bien sûr. Mais oui, il peut y avoir une complicité, si tu veux. Il peut y avoir... moi, je pense que c'est possible. Pas dans tous les cas, mais je pense que ça existe, vraiment. Et toi, que penses-tu des hommes qui ont des femmes beaucoup plus jeunes? 30 ans, 40 ans d'écart? J'ai pas de jugement à faire là-dessus. Moi, ça me regarde pas, si tu veux. Chacun fait ce qu'il veut. À partir du moment où ils sont contents, ils sont heureux tous les deux, c'est leur problème. Voilà, moi, ce que je dis, l'essentiel, c'est qu'ils soient heureux et que tout le monde y trouve son compte. Après, j'ai pas de jugement. C'est vrai que ça peut être mal perçu en Europe. C'est vrai que les gens de la famille de l'individu qui est plus âgé, ils vont dire oui, c'est une profiteuse ou quoi qu'est-ce. Mais ça n'existe pas qu'avec les Thaïlandaises. Moi, j'ai des potes qui ont été avec des Russes. Tu sais, t'as des filles, elles sont dans le besoin. Elles vont tomber sur une stabilité, un gars qui les respecte, qui subvient à ses besoins, etc. Donc oui, pourquoi pas. Et il peut y avoir une amitié, il peut y avoir une complicité, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir plein de choses. Moi, j'y crois. Pas dans tous les cas, mais je pense qu'il y a des cas qui sont sincères. On va parler un peu de la réputation de la Thaïlande. Que penses-tu des médias français pendant des années qui ont rabâché quand même une image sulfureuse de la Thaïlande? Je crois qu'il n'y a pas que les médias français qui ont rabâché ça. Je pense qu'il y en a plein qui ont fait ça. Mais moi, tu sais, je vais te dire, je connais plein de journalistes qui, dès qu'ils ont l'occasion de venir en Thaïlande, ils y viennent parce qu'ils aiment la Thaïlande. Parce que c'est sulfureux ou pas sulfureux, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils s'y plaisent et puis ils s'amusent, ils s'éclatent ici. Ouais, mais pourquoi les gens en France ont l'image de la Thaïlande comme la destination pour les boîtes, les gogo-bars et les femmes faciles? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais pourquoi? Mais pas... Maintenant, il commence à y avoir d'autres reportages qui montrent différentes choses. Pourquoi? Parce que c'est les médias, justement, qui ont colporté tout ça. Donc, toi, tu es chez toi en France, tu regardes la télé, tu vois quoi? Tu vois des bars, tu vois des prostituées, tu vois si on te donne que ça, tu crois ce que tu vois. Oui, d'accord. Alors que la Thaïlande, tu as Chiang Mai, tu as Chiang Rai, tu as le nord de la Thaïlande, tu as le sud de la Thaïlande, tu as plein d'endroits qu'il faut visiter, tu vois. Il y a plein de trucs à faire en Thaïlande. Même moi qui suis là depuis longtemps, j'ai pas tout fait. Et là, je vais en profiter d'avoir du temps pour pouvoir le faire. C'est ça que j'ai changé le métier et tout, de façon à avoir un peu plus de temps libre. Parce qu'avant, j'étais esclave de mon travail et je picolais aussi et tout. Donc maintenant, je bois quasiment plus. Je fais attention à moi, je profite de la vie, je profite de la journée et je vais profiter des paysages et de tous les endroits qu'on peut faire en Thaïlande. T'étais alcoolique avant ou t'étais... Non, j'étais pas alcoolique, mais quand tu travailles dans le milieu de la nuit, le mec il te paye à boire, tu vas pas boire un sirop, quoi, tu vois. Donc tu bois un whisky, Tu prends jamais de jus d'ananas comme moi? Non, je bois pas. Je suis allergique à l'ananas. Non, je rigole. J'aime bien l'ananas, mais pas en jus. Non, maintenant, je me suis mis à la binouse que quand je sors et c'est bien parce que je suis pas alcoolisé et ça fait pas grossir. Donc, je suis très content avec ça. Vraiment intéressant, Yann, ton partage d'expérience. Et maintenant, tu fais quoi concrètement? Comme je t'ai dit tout à l'heure précédemment, dans la société de construction, rénovation, etc. En plus de ça, je me suis lancé dans la location de jet ski, tout ce qui est truc maritime. D'accord. Voilà. Et on peut visiter ça alors? Alors ça, c'est un des sites où
il y aura les jet skis. Là, pour le moment, c'est le site qui est juste derrière en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Là, c'est le frère de mon associé qui est là pour le moment. Nous, on attend les jet skis qui arrivent, là, qu'on a commandé. Ensuite, on va être ici. Ça, c'est Monkey Bay, là. C'est à côté du Shaba Hotel à Shawang Beach. C'est un des emplacements où on va mettre nos jet skis pour les louer. Voilà, c'est du staff. Allô, ça va des caps? Ils sont sourds, ils regardent la télé, là. Hello. Ouais, ils sont occupés. Ça va des caps? Ça va des caps, ça va des caps. Voilà. Donc, Voilà. tu bosses avec eux, du coup? Ouais, ben ouais, c'est des gars, c'est les gars qui s'occupent des jet skis, qui s'occupent de tout. Ils les amènent le matin, donc c'est du boulot parce qu'ils arrivent sur les portes jet ski, il faut les mettre dans l'eau. Ensuite, le soir, il faut les ramener. Ensuite, il faut les rincer à l'eau douce. Donc, ils font des sacrées journées quand même. C'est de l'entretien, les jet skis. Hein. Ben, tu es obligé. De toute façon, chaque machine, si tu fais pas l'entretien, si tu fais l'entretien, c'est la durée de vie qui va rester plus longtemps, tu vois. Donc, surtout avec la mer, quoi. Donc, l'eau salée, il faut bien s'en occuper. Puis ça coûte cher. C'est pas donné. Donc, faut faire attention. Donc là, on a un Monkey Bay, là, à côté du Shaba. C'est un hôtel. Là, il y a l'Ozo, c'est un autre hôtel derrière toi. Là, c'est la plage. Moi, j'aime bien parce qu'elle est un peu sauvage. Et puis, bon, t'as pas de coraux et tout, donc tu peux marcher dans l'eau tranquille, tu vas pas te blesser. Le sable fin en plus. Sable fin, sable blanc. Sable blanc. On a également aussi les bananes et les sofas, c'est des trucs qu'on tracte. Là, par rapport au vent et tout, on n'a pas sorti le bateau avec les parachutes ascensionnels. Mais demain, vu qu'ils ont prévu du beau temps, ça sera mis en place sur la plage. Là. Donc si tu vois les prix, tu vois, tu as les 15 minutes, 20 minutes, etc. Tu vois. Donc en gros, si je veux 30 minutes de jet ski, c'est 3000 bahts. 3000 bahts. Ça, c'est pour le gros, le 1800 cm3. D'accord. Si tu prends le plus petit, c'est 1900. Là, c'est quand même moins cher et tu t'amuses aussi bien. D'accord. D'accord. Attends, 1900 bahts. Après, tu as différentes activités. Tu peux te faire tracter avec une banane ou faire du sofa. Tu as aussi les padels, tu sais, les planches à voile avec les rames. Tu as des gens qui veulent faire du sport, là. Tu as pas mal d'activités, c'est sympa. Elle a quoi de spécial, cette plage? Bon, c'est une plage de Shawang. La plage de Shawang, c'est une des plus connues à Koh Samui. Et celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est un peu sauvage. Tu vois, tu n'as pas des sunbeds partout et tout. Tu vois, tu as quand même pas mal de sable. Bon, tu peux mettre ta serviette par terre. Si tu veux commander à manger, tu as des marchands ambulants qui passent. Ils vont te vendre du maïs ou du poulet ou des trucs comme ça. Après, si tu veux vraiment te restaurer, rien ne t'empêche d'aller dans un hôtel. C'est pas interdit. De toute façon, ça fait un client de plus. Tu vas manger à l'hôtel. Et puis, tu as des salons de massage aussi au bord de l'eau avec le bruit des vagues. Et voilà quoi. Moi, je trouve ça. Moi, je la trouve bien cette plage parce qu'elle est quand même assez sauvage. Et puis, t'as pas de coraux. T'as pas de coraux et tout. Donc, tu vas dans l'eau tranquille. Tu t'abîmes pas les pieds. T'as même des gens qui baladent leurs chiens et tout. Moi, je trouve ça super sympa. Tu viens tous les jours, toi, ici? Quasiment. Dès que j'ai un moment de libre, quand il fait beau, j'aime bien passer. Ça se tient, ça, ou pas? C'est à mon associé, mais c'est pareil. Ouais. Et on peut faire de la plongée sous-marine ici ou pas? La plongée sous-marine, c'est plus vers Koh Tao parce que les fonds sont plus clairs et tu as plus de choses à voir. La baie des requins, tu as des pointes noires, etc. Tu as les poissons. Koh Tao, et c'est pour ça que là-bas, ils ont plein de centres de plongée. Et tu as une période de l'année où tu as les requins-baleines qui viennent. Donc, avec un peu de chance, tu peux croiser les requins-baleines. C'est quand même top. Koh Tao, c'est réputé pour ça. Hein. C'est un bon spot de plongée. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Donc là, à l'heure actuelle, tu ne te vois pas vivre ailleurs qu'à Koh Samui? Non. Non, moi je suis bien là. D'ailleurs, même si mon affaire au Maroc, elle aurait tourné comme j'avais voulu, j'aurais fait une chaîne de restaurants et j'aurais fait des allers-retours. Bon, pour ceux qui veulent venir faire un coucou à Yann, bah, il est ici. Hein. Voilà, vous êtes les bienvenus. Là, on a des jet skis tout neufs qui arrivent, là, des monstres. Et on va pouvoir faire les safaris, on va pouvoir bien s'occuper de vous, sans arnaque. Très important. On s'occupera bien de vous. Vous êtes les bienvenus à Shawang Beach, à Monkey Bay. C'est entre le Shaba et l'Ozo. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Merci beaucoup Yann pour ton partage d'expérience. Je t'en prie, Sabri. Ciao. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.